Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous faire part des nouveautés de la loi de finances 2025. Traditionnellement, nous vous présentons cette thématique en janvier, mais le contexte politique, que vous connaissez sans doute, a retardé la publication de cette loi de finances. C'est donc la raison pour laquelle nous communiquons plus tard que les années précédentes. La loi de financement de sécurité sociale, qui aborde des évolutions en matière de cotisation sociale, a récemment été publiée. Nous en parlerons en fin de webinaire. Nous n'aurons malheureusement pas la possibilité d'être exhaustifs au cours de ce webinaire, car les modifications de dispositifs et les nouvelles mesures sont assez nombreuses. Nous vous présenterons ainsi les principales mesures décidées et leurs impacts. Pour ce faire, j'accueille Mathilde Moretti, conseillère d'entreprise, et Jean-Paul Mathis, fiscaliste, qui vont vous présenter les impacts sur la fiscalité des particuliers et du patrimoine, ceux sur la fiscalité des professionnels, les impacts en matière de fiscalité agricole, et nous finirons sur quelques informations sur la loi de financement de la sécurité sociale. Vous aurez également la possibilité de nous envoyer vos questions tout au long de l'intervention en les écrivant dans l'onglet en bas à droite de votre écran. Alors, comme chaque année, la loi de finances apporte des évolutions en matière d'impôt sur le revenu. Quelles sont les principales nouveautés cette année ? Pour tenir compte de l'inflation, les différentes tranches du barème de l'impôt sur les revenus 2023 sont revalorisées de 1,8%. Sur le tableau, vous pouvez voir les nouvelles tranches d'imposition qui s'affichent. Ce nouveau barème s'applique sur les revenus 2024. Une nouvelle contribution existera aussi pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 euros, pour les personnes veuves, célibataires, séparées ou divorcées, et supérieur à 500 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune. Existe-t-il des changements concernant les réductions d'impôt sur le revenu ? Oui, la loi de finances pour 2025 étend le bénéfice de la réduction d'impôt pour dons au taux de 75% à toutes les fondations reconnues d'utilité publique, dont les statuts prévoient qu'elles remplissent une mission d'intérêt général identique à celle de la Fondation du patrimoine, notamment pour la conservation et la restauration du patrimoine religieux. Cette mesure s'applique aux versements réalisés à compter du 15 février 2025, lendemain de la promulgation de la loi, et jusqu'au 31 décembre 2025. À noter également que le plafond de 1 000 euros, qui couvre entre autres les dons en faveur des associations d'aide aux personnes en difficulté, ce plafond est pérennisé. En matière de gestion patrimoniale des particuliers, y a-t-il du nouveau ? Je pense notamment aux dons familiaux de sommes d'argent qui seraient favorisés. Tout à fait. Le législateur institue un dispositif temporaire d'exonération pour les dons familiaux de sommes d'argent consentis entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même bénéficiaire et dans la limite de 300 000 euros par bénéficiaire. Le dispositif est réservé aux dons de sommes d'argent effectués au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant. Dans le cas où le donateur n'a pas de descendants, les dons peuvent être consentis aux neveux et aux nièces. Le bénéfice de cette exonération est toutefois soumis à conditions, j'imagine. Tu peux nous en dire plus, Mathilde, là-dessus ? Cette mesure est destinée à favoriser l'acquisition ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans la résidence principale du propriétaire. Les sommes reçues doivent être utilisées dans les 6 mois du versement. À noter que ce don doit être déclaré à l'administration fiscale. On parlait à l'instant d'achat de biens immobiliers. Y a-t-il des évolutions sur les droits de vente à prévoir ? Effectivement, des évolutions sont effectivement à prévoir. En effet, pour les actes intervenant entre le 1er avril 2025 et le 31 août 2028, les conseils départementaux pourront provisoirement augmenter le droit départemental à 5% maximum. Les primo-accédants pourront bénéficier d'un régime de faveur si le département a voté à une réduction du taux ou une exonération du droit départemental en leur faveur. Là encore, j'imagine que certaines conditions sont à remplir. Le bénéfice de ce régime de faveur est conditionné à l'affectation du bien exclusivement et de manière continue à l'usage de la résidence principale du primo-accédant pendant une durée minimale de 5 ans. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'évolution des seuils et abattements en matière de location meublée ? Oui, la loi Le Meur clarifie la situation. Pour les revenus 2024, finalement, nous revenons aux règles dictées avant la loi de finances du 29 décembre 2023. Les nouveaux seuils et abattements ne sont donc applicables qu'à partir du 1er janvier 2025.
La fiscalité des loueurs en mobilier non professionnel, dit LMNP, évolue également, je crois. Effectivement, Yacine. Le législateur durcit la fiscalité appliquée à la vente d'un logement ayant fait l'objet d'une location meublée dans le cadre d'une activité exercée à titre non professionnel. Pour le calcul de la plus-value, le prix d'achat du bien est minoré du montant des amortissements admis en déduction du revenu locatif imposable, ce qui a pour effet d'augmenter le montant de la plus-value. À ma connaissance, il y a toutefois des exceptions. Oui, certains logements ne seront pas concernés par cette mesure, notamment les résidences pour étudiants ou stagiaires, les résidences, services ou personnes âgées ou handicapées, et enfin les établissements délivrant des soins de longue durée. Il me semble qu'il y a aussi une mesure qui concerne les particuliers concernant l'investissement dans les panneaux photovoltaïques. En effet, une nouvelle disposition prévoit, à compter du 1er octobre 2025, l'application d'un taux réduit de TVA de 5,5% pour la livraison et l'installation dans les logements d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie solaire et dont la puissance est inférieure ou égale à 9 kW/crête. Les caractéristiques répondront à des critères définis par arrêté. Important, cette mesure concerne la consommation d'électricité sur le lieu de production. Et concernant les entreprises, des modifications sont-elles à noter ? Oui, des changements favorables, mais aussi des reports de suppression de taxes, telles que la cotisation sur la valeur ajoutée, dite CVAE, qui ne devrait être supprimée totalement qu'en 2030. Par ailleurs, une contribution exceptionnelle complémentaire sera due pour les entreprises éligibles à la CVAE en 2025. Sa base de calcul sera la CVAE, à laquelle sera appliqué un taux de 47,4%. Les dispositifs portant sur les régimes de faveur liés à l'aménagement du territoire existent-ils toujours ? Oui, certaines mesures sont même prolongées. Les entreprises situées dans les bassins d'emploi à redynamiser, dits BER, peuvent bénéficier notamment d'exonérations d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés. Il faut toutefois rester vigilant en cas de transfert d'activité précédemment exercée, ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des 5 années qui précèdent le transfert des régimes propres aux entreprises nouvelles. C'est-à-dire que les conditions pour prétendre au régime d'exonération pourraient ne pas être remplies dans ces conditions. La loi de finances a par ailleurs ajouté à cette liste le régime des zones France Ruralité Revitalisation. Elle a aussi prolongé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2027. Et concernant le régime des zones franches urbaines, territoire entrepreneur qu'on appelle ZFUTE, il a également été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025, ainsi que le régime des quartiers prioritaires de la ville, QPV. Alors, toujours concernant les mesures pour les entreprises, cette fois-ci concernant les activités dans le bâtiment, l'application des taux réduits de TVA perdure-t-elle ? Oui, tout à fait. Une mesure de simplification est même instaurée. Certains travaux immobiliers réalisés dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier du taux réduit de 10% ou même de 5,5% s'il s'agit de travaux de rénovation énergétique éligibles. Jusqu'à présent, pour en bénéficier, le client devait établir une attestation afin de s'assurer que les conditions étaient remplies. Cette attestation devrait être mise au plus tard lors de la facturation ou achèvement des travaux. La loi de finances 2025 supprime cette attestation et la remplace par l'obligation pour le client de certifier sur le devis ou sur la facture que les conditions d'application du taux réduit ou intermédiaire sont remplies. Cette mesure s'applique à compter du 16 février 2025. Y a-t-il d'autres mesures en faveur des entreprises apportées par cette nouvelle loi de finances ? Oui, en effet. Nous pouvons citer également, par exemple, le dispositif de suramortissement, c'est-à-dire d'une déduction exceptionnelle concernant les camions électriques ou hydrogène acquis ou loués à l'état neuf entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030. Seront ainsi pris en compte les coûts supplémentaires induits par l'achat d'un véhicule à émission nulle par rapport à ce qu'aurait coûté un véhicule utilisant des sources d'énergie carbonées. Le taux de déduction applicable à ces surcoûts varie selon le poids du camion. Il se situe de 40 à 115%. Cette année encore, la profession agricole est fortement impactée par la loi de finances. Quelles sont les mesures fiscales prévues pour favoriser notamment les transmissions d'entreprises en faveur des jeunes agriculteurs ? Pour faciliter la transmission des entreprises aux jeunes agriculteurs, différents aménagements sont proposés sur 4 dispositifs fiscaux différents.
On peut citer le plafond d'exonération de la plus-value qui est relevé de 100 000 €. Ainsi, un cédant pourra bénéficier d'une exonération totale de la plus-value jusqu'à 450 000 € et d'une exonération progressive de la plus-value jusqu'à 550 000 €. Je crois qu'il y a également du nouveau sur l'exonération des plus-values dans le cas spécifique de départ en retraite. Effectivement, tu fais référence au texte qui traite du mécanisme d'exonération de la plus-value pour les cédants qui partent à la retraite. Lorsque la cession départ est échelonnée dans la durée, ce dispositif permet aux jeunes agriculteurs de récupérer l'intégralité des parts dans un délai de 6 ans à compter de la première cession. Pour les dirigeants d'exploitation agricole imposés à l'impôt sur les sociétés qui prennent leur retraite, l'abattement fixe d'exonération de la plus-value est augmenté jusqu'à 600 000 € avec la possibilité d'échelonner les cessions des titres sur 6 ans. À noter que ce dispositif s'applique également aux PME et que celui-ci devait initialement prendre fin au 31 décembre 2024. Finalement, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2031. Il me semble également qu'un dernier texte a été ajusté. Dans le cadre de cessions d'exploitation individuelle ou de cessions de branches complètes d'activité, les plus-values sont totalement exonérées lorsque le prix de vente est inférieur à 700 000 €. La plus-value est progressivement taxée lorsque le prix de vente est compris entre 700 000 et 1 200 000 €. Alors, il n'y a pas que la transmission aux jeunes agriculteurs qui est concernée par la loi de finances. D'autres mesures importantes ont été votées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors, pour les éleveurs de bovins sont concernés par une nouvelle déduction temporaire pour augmentation des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes. L'ancienne mesure qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2024 n'a pas été un franc succès. La nouvelle mesure a pour objectif d'inciter à l'augmentation pérenne des cheptels, vaches laitières et vaches allaitantes. En quoi consiste exactement cette nouvelle déduction? Alors, cette nouvelle déduction est une provision comptable, déductible, fiscalement et socialement. Elle est plafonnée à un maximum de 15 000 € multiplié par le nombre d'associés exploitants dans les sociétés civiles agricoles dans la limite de 4. Ce plafond est dégressif en cas d'absence de contrat pluriannuel de vente de produits agricoles. La provision peut être comptabilisée lorsqu'il est constaté à la clôture de l'exercice une hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes. La provision est reconduite pendant 6 ans, à la condition qu'il ne soit pas constaté une baisse des stocks à la clôture des résultats ou à la date limite du dépôt des résultats. Au terme des 6 ans, si l'augmentation des stocks constatée l'année de la provision est confirmée, la provision en cours est réintégrée avec une neutralisation de l'impact fiscal et social. Il s'agit là donc d'une mesure très favorable aux éleveurs. Je crois qu'il y a également du nouveau concernant la DEP, déduction pour épargne de précaution. Tu peux nous en dire plus là-dessus, Jean-Paul? Effectivement, la loi aménage les modalités de reprise de la déduction pour épargne de précaution en cas de survenance d'un événement exceptionnel pouvant avoir des conséquences néfastes sur la viabilité des exploitations. Concrètement, de quel aménagement il s'agit? Les sommes rapportées sont exonérées à hauteur de 30% si leur utilisation intervient au cours de l'exercice de survenance sur l'exploitation ou au cours de l'exercice suivant de l'un des risques résultants, soit de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental, d'une perte de récolte ou de culture liée à des dommages du fait d'aléas climatiques, de calamités agricoles. Donc le montant des sommes ainsi rapportées, qui ne sont pas imposées, ne peut, au titre d'un exercice donné, excéder 50 000 €. Plafond multiplié par le nombre d'associés exploitants dans la limite de 4 pour les GAEC et EARL à l'impôt sur le revenu. La mesure s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et les années suivantes. Elle est donc rétroactive. Alors sachez que nos comptables sont en train de regarder les impacts sur les clôtures déjà réalisées et intègrent ces mesures dans les clôtures en cours. N'hésitez donc pas à réévoquer ce sujet avec eux lors de votre rendez-vous de clôture. Est-ce que vous voyez d'autres mesures agricoles à souligner?
On peut citer 2 prolongations de crédit d'impôt. La prorogation du crédit d'impôt haute valeur environnementale en 2025. Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent de certificats d'exploitation haute valeur environnementale, HVE, en cours de validité au 31 décembre ou délivrés au cours de l'année 2022, 2023 ou 2024, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 500 €. La loi de finances pour 2025 prolonge ce crédit d'impôt pour les certifications délivrées en cours de l'année 2025. Une deuxième prorogation, la prorogation du crédit d'impôt remplacement pour congé de certains exploitants agricoles. Les agriculteurs peuvent, si toutes les conditions sont réunies, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement par un tiers au cours d'une période de congé. Le crédit d'impôt est égal à 60% des dépenses de remplacement supportées dans la limite de 17 jours de remplacement pour congé par an. Ce taux est porté à 80% en cas de remplacement pour maladie ou accident du travail ou en cas de remplacement en cas d'absence pour suivre une formation professionnelle. La loi de finances pour 2025 prolonge le crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2027. Alors concernant le foncier, est-ce qu'il y a du nouveau ? Alors oui, il y a du nouveau concernant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des propriétés agricoles pour la part de la taxe qui revient aux communes et aux EPCI. Le taux d'exonération de 20% est porté maintenant à 30%. Mathilde, il y a peut-être un petit rappel à faire sur ce sujet de l'exonération des taxes foncières. En effet, pour les parcelles en fermage, l'exonération partielle doit être rétrocédée dans son intégralité à l'agriculteur par le propriétaire bailleur, sous forme de réduction de la taxe foncière prise en charge par l'exploitant ou sous forme de réduction des fermages. Et en matière de transmission sur le patrimoine foncier agricole, y a-t-il également des nouveautés là-dessus ? Oui, pour les baux ruraux à long terme, conclus à compter du 1er janvier 2025, il est possible d'appliquer sur les transmissions à titre gratuit de terres agricoles ou de parts de GFA un abattement fiscal de 75% jusqu'à 600 000 € de valeur de biens, puis de 50% au-delà, ou un abattement fiscal de 75% jusqu'à 20 millions d'euros de valeur de biens, puis de 50% au-delà de 20 millions. En choisissant le seuil de 600 000 €, la durée de conservation minimale du bien est de 5 ans. Si vous choisissez le seuil de 20 millions d'euros, la durée de conservation est portée à 18 ans pour ce seuil. Un dernier point sur les mesures agricoles à aborder sur le réajustement du seuil de passage au réel pour les GAEC. Oui, en effet, la loi de finances 2024, avec la loi de finances 2024, le plafond de recettes pour bénéficier du statut micro-BA a fortement été revalorisé. Le seuil de 91 900 avait été porté de façon exceptionnelle à 120 000 €. En revanche, le plafond micro-BA, applicable spécifiquement aux GAEC, n'avait pas été revu. Ce qui n'était pas sans provoquer certaines incohérences. C'est chose faite. En effet, le seuil du micro-BA pour un GAEC est rehaussé avec effet rétroactif pour les revenus 2024. Il passe de 367 000 à 480 000 €. Alors pour finir, quelques informations sur la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2025. Qu'en est-il de la réforme annoncée des cotisations sociales pour le travailleur indépendant ? C'est une réforme qui concerne toutes les professions indépendantes, agricoles et non agricoles. Elle a pour principal objectif l'amélioration de la protection sociale du travailleur indépendant. Elle induit une baisse de la CSG-CRDS non créatrice de droits et une augmentation des cotisations génératrices de droits, comme la retraite par exemple. Il convient également de noter que cette réforme s'accompagne d'un nouveau barème de cotisation. Est-ce qu'elle est d'ores et déjà applicable ? Sa date de mise en œuvre n'est pas uniforme. Pour les artisans, commerçants, professions libérales, cela concerne les cotisations dues en 2025. Pour les exploitants agricoles, les cotisations dues en 2026. J'entends qu'elle est applicable dès maintenant pour certaines professions. Concrètement, est-ce que cela a un impact sur les appels de cotisation 2025 ? Pour le travailleur indépendant non agricole, elle s'applique dès 2025. En effet, toutefois, son impact n'est pas immédiat. La période qui s'ouvre est une période de transition. Les appels de cotisation en 2025 sont et seront encore réalisés sur la base des règles antérieures à la réforme.
C'est seulement au moment de la régularisation, en 2026, des cotisations 2025, que la nouvelle assiette et les nouveaux taux de cotisation s'appliqueront. Le site de l'URSSAF vient d'ailleurs de communiquer tout récemment et dans les grandes lignes sur la mise en œuvre de cette réforme. Pour le travailleur indépendant agricole, chef d'exploitation, elle s'appliquera en 2026. Il n'y aura donc pas d'impact pour les cotisations dues en 2025. La loi de financement de sécurité sociale prévoit toutefois d'ores et déjà certaines dispositions nécessaires à sa mise en place en 2026. Nous aurons l'occasion de revenir plus longuement sur cette réforme qui, rappelons-le, concerne toutes les professions indépendantes dans le cadre de notre e-magazine Éco 109. Y seront également traitées les autres actualités contenues dans la LFSS pour 2025. Très bien, merci pour tous ces détails. Vous pouvez désormais poser vos questions dans l'onglet en bas à droite de votre écran. En attendant que les premières questions arrivent, nous avons beaucoup été interrogés dernièrement sur les seuils d'assujettissement à la TVA concernant les micro-entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, la loi de finances crée à compter du 1er mars 2025 un plafond unique de 25 000 € de recettes dans le cadre de régime de franchise en base de TVA, au-delà duquel les micro-entreprises seraient soumises à la TVA, quelle que soit l'activité exercée. Il n'existe donc plus de différence selon la nature de l'activité exercée. Il faut toutefois noter que la mise en œuvre de cette mesure est pour le moment suspendue jusqu'au 1er juin 2025. La sortie de la franchise en base de TVA en 2025, en cas de dépassement des seuils issus de la loi de finances pour 2025, interviendra pour les opérations effectuées à compter du 1er juin 2025. En tout état de cause, les entrepreneurs qui deviendraient nouvellement redevables de la TVA, du fait de ce seuil, devraient, dès sa mise en application, émettre des factures avec de la TVA, comptabiliser cette TVA et procéder aux éventuelles régularisations de TVA. Très bien, merci beaucoup pour ces détails. Alors on va du coup reprendre le chat. Bonjour, comment peut-on connaître les zones BER? Bonjour, donc il faudra effectivement se rapprocher des services administratifs et puis sinon vous avez aussi une liste qui est parue sur internet où qui recense effectivement les différentes zones BER et sinon on pourra revenir vers vous le cas échéant. Concernant la DEP, il est indispensable d'avoir l'assurance récolte pour justifier l'aléa climatique? Alors, pour justifier de l'aléa climatique, oui, il faut une assurance récolte, l'assurance qui est prise en charge notamment, subventionnée par la PAC. Mais il y a d'autres leviers qui vont permettre de mettre en application l'exonération de 30% de la DEP, notamment si vous percevez des indemnités issues de l'ISN ou des indemnités issues du fonds de mutualisation. Donc, si vous êtes concerné par un aléa climatique, il faut se rapprocher de votre comptable et on va analyser votre situation pour savoir si vous êtes éligible à la disposition en fonction de votre contexte particulier. Alors, question de Adeline. Bonjour, est-ce que la déduction temporaire pour augmentation des stocks de vaches est valable aussi pour des jeunisses à l'engraissement? Alors non, le texte est clair. Il s'agit là d'une augmentation des vaches laitières et vaches allaitantes. Donc ne rentreront dans la base du calcul de l'augmentation que les animaux qui sont dans la catégorie vaches. Très bien. Alors, question d'Odile. Concernant la déduction des 30% du montant de la DEP, bénéficie-t-on également de la réduction sur les cotisations MSA? Alors, au jour d'aujourd'hui, j'aurais tendance à vous répondre oui. On pense que cette déduction est déductible des cotisations sociales. Pour être plus précis, la loi de sécurité sociale dont on a un petit peu parlé dans le webinaire, cette loi-là a prévu, à compter des cotisations sociales qui seront calculées en 2026 pour les agriculteurs, a prévu clairement de prendre en compte la mesure de la DEP et cette exonération. Par contre, on a une petite période transitoire, et notamment du fait de la rétroactivité de la mesure. Pour les revenus de 2024, rien n'est écrit clairement,
Mais au jour d'aujourd'hui, la MSA a toujours pris en compte l'ADEP, la règle de l'ADEP dans son ensemble. Donc on pense qu'il n'y a pas de raison que cette exonération ne soit pas également prise en compte dans la base de calcul des cotisations sociales, y compris sur les cotisations sociales qui seront calculées en 2025 sur la base des revenus 2024. Alors, question de Rachel. Pour la fiscalité des entreprises, l'exonération d'impôt pour les BER est-elle valable pour les SCI à l'impôt sur les sociétés? La SCI a son siège dans une zone BER, mais loue des biens dans une zone pas comprise dans les BER, département 55. Donc là, pour ce type de questions, je vous propose qu'on en reparle avec votre comptable parce qu'elle soulève effectivement deux interrogations spécifiques dans votre situation. Donc là, pour le coup, ça fera l'analyse avec votre comptable pour les questions que vous vous posez. On y reviendra prochainement. Alors, question d'Adeline. Savez-vous à quelle date peut-on demander le remboursement de la taxe GNR sur Corus pour les achats réalisés avant le mois de janvier 2024 ? Juillet 2024. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on a un changement de la procédure de remboursement de la taxe sur le GNR. Alors, la question est intéressante parce que c'est vrai qu'on se retrouve en 2024 avec une période transitoire où on a deux périodes. On a la période du 1er janvier au 30 juin, où les agriculteurs se sont fait livrer du GNR, ont payé leur GNR au prix normal et vont devoir se faire rembourser la taxe TIC par le biais de la demande normale par Corus. Et il y a la période à compter du 1er juillet où normalement les agriculteurs ont été fortement encouragés à remplir une procédure, à faire un système d'attestation, à fournir à leurs fournisseurs, et leur fournisseur leur a déduit la TIC à la base sur la facture. Donc pour cette période, la question concerne la période du 1er janvier au 30 juin. Effectivement, il faudra faire la demande encore sur Corus, et cette demande, alors je ne suis pas affirmatif, mais je crois que la période devrait s'ouvrir à compter du 1er juin 2025. Alors, question d'Edith, quid de MaPrimeRénov'? Tout à l'heure, on vous a présenté effectivement les dons familiaux aux sommes d'argent pour lesquels il y avait deux conditions. La première, c'est acquérir un bien en résidence principale. Et la deuxième, c'est effectuer des travaux de rénovation énergétique sur sa résidence principale. Donc effectivement, si la question est tournée au niveau des dépenses éligibles, ces dépenses éligibles par rapport à cette exonération-là reprennent les dépenses de MaPrimeRénov' et reprennent le cahier des charges, si cette question est tournée dans le sens-là. Sinon, revenez vers nous pour qu'on approfondisse votre demande. Quelles sont les évolutions des critères de MaPrimeRénov'? Comme c'est un sujet qui est un peu spécifique, MaPrimeRénov', là-dessus on reviendra peut-être éventuellement vers vous, ou alors repréciser votre question, remontez-la auprès du comptable ou de votre conseiller. Mais comme c'est un sujet qui est très spécifique, MaPrimeRénov', qui est au-delà de la loi de finances, on préfère communiquer vraiment à part là-dessus. Alors je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à solliciter nos comptables et nos conseillers pour vos différents sujets ou alors pour les questions pour lesquelles on n'a pas pu vous apporter de réponse aujourd'hui. Donc voilà, rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire. Et pour connaître le sujet traité sur ce nouveau webinaire, restez connectés. Encore merci à tous et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.